tout d'abord les procès de Moscou. En effet, voilà un événement qui nous renvoie à un XXe siècle aujourd'hui largement révolu. C'est de l'histoire ancienne pour les jeunes générations, les lycéens ou les étudiants d'aujourd'hui. Mais évidemment, ça a marqué profondément la période concernée. Ça résume un peu, dans une certaine mesure, ce que fut le stalinisme. Le stalinisme, produit du régime né de la révolution bolchevique de 1917. Pour traduire un peu ce qui était l'esprit de cette révolution, je citerai simplement un article de Lénine dans la Pravda du 26 octobre 1918, pour le premier anniversaire de la révolution d'octobre. Lorsque les gens nous blâment pour notre cruauté, nous nous demandons comment ils peuvent oublier les principes les plus élémentaires du marxisme. Voilà pour le marxisme, c'est peut-être le charger, peut-être un peu beaucoup, mais c'était la manière de voir les choses qui était celle donc du père fondateur de la révolution d'octobre. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, le programme que sous-entendait ce propos a été mis en œuvre. Le parti communiste, le parti bolchevique s'est imposé par la force, par la violence, à travers la révolution, la guerre civile, la liquidation des différents opposants à l'intérieur même du camp révolutionnaire, la véritable guerre qui a été menée contre les masses paysannes, la liquidation des koulaks, etc. Là, ça a été le fait de la période qui va en gros de la maladie de Lénine en 1922 jusqu'en 1934. On peut considérer qu'à ce moment-là, la société russe était désormais sous contrôle, la bourgeoisie, petite, moyenne, était de fait anéantie, la paysannerie était complètement écrasée, la société réelle avait été brisée par cette révolution bolchevique. Restait le parti qui représentait un petit peu la structure principale du système, et ce parti, celui qui avait succédé à Lénine, Staline, a pris la tête du parti en 1922 et qui ensuite, au cours des années 20, s'était progressivement débarrassé de ses concurrents, notamment de Trotsky. Eh bien, ce parti, Staline, éprouvait le besoin également de l'épurer, de le maîtriser complètement. Ce fut l'objectif de cette séquence de la deuxième partie des années 30, au cours desquelles va se mettre véritablement en place le stalinisme. Alors, il y a un prétexte à tout cela, c'est l'assassinat en décembre 1934 de Sergueï Kirov, qui était l'une des figures les plus en vue justement du parti communiste d'Union soviétique. Il est assassiné à Leningrad à l'âge de 48 ans, alors qu'il apparaissait comme une des personnalités les plus remarquables du parti. Cette mort va être le prétexte d'une série de procès qui vont permettre à Staline de liquider tout ce qui lui faisait de l'ombre dans le système soviétique. Ça va être l'occasion, le prétexte d'une épuration générale du parti et de l'État. Alors Kirov a disparu dans des conditions qui demeurent en partie obscures. On n'a pas manqué de penser qu'en fait il a disparu du fait de Staline lui-même. C'était, je l'ai dit, un cadre très prometteur du parti. Au 17e congrès qui s'était tenu au début de 1934, il avait été plus applaudi que Staline, ce qui avait effectivement de quoi inquiéter le maître du Kremlin. Toujours est-il qu'il est à peine assassiné, qu'immédiatement des procédures nouvelles sont mises en place. Une procédure militaire accélérée pour lutter ce que l'on désigne comme le terrorisme, avec des procès à huis clos, l'absence de défenseurs, la disparition de toute possibilité d'appel et l'exécution immédiate du verdict. Le programme est tracé. On rentre vraiment dans une période de terreur qui doit frapper complètement les esprits, avec une justice donc on ne peut plus expéditive. Ça nous rappelle évidemment certaines heures sombres de notre histoire. Il faut bien rappeler que dans l'imaginaire des dirigeants soviétiques, la Révolution française et surtout sa partie robespierriste et terroriste tenait une place évidemment éminente. Alors, on va mettre au travail le NKVD. Le NKVD, c'est la police
police politique, le commissariat du peuple aux affaires intérieures, la police politique qui a succédé à la GPU, qui était elle-même l'héritière de la Tchéka mise en place à l'époque de la Révolution. Et cela va être le début des grandes purges, ce qu'on appelle parfois la Yeyovchina, du nom de Yegov, qui a été l'un des responsables, celui qui a mis en œuvre cette politique en tant que chef du NKVD. Et on va avoir là une opération de terreur qui va s'inscrire dans la durée et bien plus générale, bien plus complète que ce qui avait pu être réalisé par l'Oprichnina à l'époque d'Ivan le Terrible ou par l'Okhrana tsariste qui apparaît rétrospectivement comme beaucoup plus modéré. Il s'agissait en fait de liquider toute opposition. On va mettre en place les hommes qu'il faut pour la mise en œuvre de tout cela, notamment Wyszynski, procureur général de l'URSS avec rang de commissaire du peuple, c'est-à-dire de ministre carrément, pour se charger de l'affaire. On va créer une section spéciale du comité central du parti qui va être confiée à un certain Poskrebichev, qui était le chef du secrétariat particulier de Staline. Donc tout le pouvoir de décision est ainsi parfaitement réuni, ramassé pour l'efficacité de la manœuvre. Hein. Tout le système est ainsi mis en place. On va pouvoir passer à l'action et désigner au cours des mois et des années qui suivent un certain nombre de coupables potentiels. Alors on va d'abord dénoncer les activités terroristes, je cite, les activités terroristes du bloc contre-révolutionnaire des trotskistes zinovievistes. Alors donc contre-révolution, Trotsky évidemment l'adversaire par excellence qui en exil a voulu créer une 4e internationale concurrente du Comintern, de la 3e internationale communiste, et puis zinovieviste, eh bien, c'est les partisans supposés de Zinoviev qui avait été l'un des chefs, l'un des responsables du Comintern au cours des années 1920 et qui se retrouve ainsi avec une responsabilité tout à fait prioritaire dans le complot supposé. Hein. Activité terroriste du bloc contre-révolutionnaire des trotskistes zinovievistes. On va inventer cette formule précise au cours de l'année 1936, à la veille de la première vague de grands procès staliniens. Il y en aura plusieurs. Premier procès 19 au 24 août 1936, c'est le procès des 16, il y a 16 accusés. Deuxième procès du 23 au 30 janvier 1937, c'est le procès des 17. Et puis enfin, du 2 au 13 mars 1938, c'est le procès des 21. Donc là, on tape dans les dirigeants que là on a envie de frapper, donc que l'on a envie d'épurer. Entre le deuxième et le troisième procès que je viens d'évoquer, il faut rajouter à cela, en huis clos également, le procès des chefs militaires qui va aboutir à une épuration absolument gigantesque de l'appareil militaire soviétique. Mais revenons au premier de ces procès, le procès des 16, donc, qui s'ouvre le 19 août 1936 dans la salle d'octobre de la Maison des syndicats. C'est là que siège le tribunal militaire de la Cour suprême du RSS, hein, présidé par un certain Ulrich, qui est un ancien tchéquiste, donc un professionnel de la chose. Hein. Il a participé à la Tchéka de Dzerzhinsky, donc créée à la faveur de la Révolution. C'était la commission extraordinaire de lutte contre la contre-révolution. Hein. Tchéka, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été remplacée ensuite par la GPU, puis enfin par le NKVD. Alors il est assisté, le président Ulrich, par un certain nombre de magistrats, notamment un, Nikitchenko, que l'on retrouvera au tribunal de Nuremberg, ensuite en 1945-46, pour juger les dirigeants nazis. Il y a un procureur, c'est le procureur Wyszynski, qui va être le principal artisan de ces procès de Moscou. Alors les accusés, qui sont-ils? Hein, il y en a 16, alors quelles sont les personnalités les plus marquantes? Hein? Zinoviev, je l'ai évoqué, Kamenev, Evdokimov, Smirnov, qui avait eu des responsabilités militaires importantes. Kamenev, Zinoviev avaient constitué entre 1922 et 1925, après la maladie de Lénine, ce qu'on avait appelé la Troïka avec Staline. Et puis ensuite, Staline avait mis de côté ces deux concurrents, mais jusque-là sur un mode pacifique. Hein. En fait, le procès qui s'engage en août 1936, c'est en fait un deuxième procès, parce que les
les intéressés avaient déjà été poursuivis en janvier 1935, immédiatement après le meurtre de Kirov. Alors on leur avait donné de simples peines de prison parce qu'on avait reconnu qu'il n'existait aucune preuve de leur participation en acte ou en pensée à cet assassinat. Mais en août 1936, eh bien, on va beaucoup plus loin. On a découvert les preuves contre ce centre de Moscou, Zinovievo-Trotskiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on va accuser tous ces gens-là de terrorisme, ce qui est nouveau. On explique au cours du procès que depuis la fin 1932, une unification des groupes trotskistes, zinovievistes s'est constituée. C'est parfaitement imaginaire, mais ça fait rien. C'est constitué pour s'emparer du pouvoir. Comment s'emparer du pouvoir? En assassinant les principaux chefs du parti, les principaux leaders du gouvernement. Alors sont visés bien sûr Staline, Voroshilov, Kaganovitch, Kirov, qui a été une victime, Ordionikidze, Zhdanov et toute une série d'autres. Kirov aurait été tué sur un ordre direct de Zinoviev et de Trotsky. Trotsky qui, je le répète, est parti en exil déjà depuis de nombreuses années à l'étranger. En 1936, il n'est pas encore arrivé au Mexique, je crois. Il doit se promener entre la France et la Belgique. Alors, les accusés adoptent une attitude un peu surprenante, c'est tout à fait nouveau, on retrouvera cela lors des procès de Prague après la Seconde Guerre mondiale. Ils renoncent aux avocats qu'on avait finalement consenti à leur accorder. Il y avait une dérogation à la loi qui avait été accordée début 1936. Ils auraient droit à des avocats, à un appel. Mais non, ils ne veulent pas d'avocats. Ils ne veulent pas d'avocats. Ils ont accepté de tout avouer, tous leurs crimes, sans doute parce qu'on leur a donné quelques promesses, quelques garanties quant à la générosité du tribunal. Ils vont se charger eux-mêmes, dénoncer Trotsky, et ça n'empêche pas Wyszynski, le procureur, de les présenter comme des gens dangereux, cruels, impitoyables. Et c'est en invoquant le peuple soviétique et les travailleurs du monde entier, évidemment, que le procureur va exiger que ces chiens enragés soient tous fusillés. Le chien enragé, ça commence à faire partie d'un vocabulaire, de métaphore animale qui va être repris à de nombreuses reprises. Déjà, pendant la Révolution, Lénine appelait à écraser les cafards de la contre-révolution ou assimilait les koulaks également à telle ou telle espèce animale. Kamenev va être condamné à mort, mais va considérer que le verdict est tout à fait juste et va appeler son fils à suivre le camarade Staline dans les progrès à venir de l'Union soviétique. Evdokimov va remercier le tribunal d'avoir réclamé la seule peine qu'il méritait, que nous méritions. Alors, le verdict va être rendu le 24 août, c'est la mort pour tous. Théoriquement, il y a un délai de recours en grâce de 72 heures, mais 24 heures plus tard, tout le monde est fusillé. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce sont les réactions que suscite cette affaire-là. Le social-démocrate autrichien Otto Bauer, dans le journal socialiste français, Le Populaire, s'inquiète beaucoup en considérant que c'est un immense malheur pour le mouvement ouvrier international. Il voit bien comment les adversaires du mouvement ouvrier vont pouvoir exploiter cette affaire-là. En revanche, les partis communistes, parfaitement disciplinés, aux ordres du Comintern, suivent sans broncher ce qui a été décidé à Moscou. On les avait vus davantage mobilisés quand avaient été exécutés aux États-Unis Sacco et Vanzetti, deux anarchistes italiens accusés d'un hold-up. On sait maintenant au moins un des deux était coupable, l'autre sans doute pas, mais il y avait une mobilisation populaire formidable pour dénoncer justement ce crime du capitalisme anglo-saxon. Mais là, pour ce qui concerne l'URSS, on est évidemment beaucoup plus discret. Alors, deuxième procès maintenant, en janvier 1937, 17 accusés. Alors cette fois c'est une autre dénomination, il s'agit d'un centre trotskiste anti-soviétique qu'il convient de décapiter. Alors en plus des accusations précédentes, maintenant on introduit le sabotage économique. L'URSS s'est lancée dans la planification pour développer son industrie, et bien le sabotage est un des objectifs des conjurés. On les accuse de complicité également avec l'Allemagne et le Japon pour prévoir une mise en pièces, un démembrement de la patrie soviétique.
soviétique de l'URSS. Alors là, qui sont les principales vedettes parmi les accusés? Piatakov, ancien vice-président du Conseil de l'économie nationale, donc un personnage oublié aujourd'hui, mais enfin très important. Karl Radek, alors qui a été un agent très important, un responsable très important du Comintern. Sokolnikov, un vieux compagnon de Lénine. Serebriakov, un ancien secrétaire du comité central, donc là encore du beau monde. Alors tous ces gens-là, on les accuse d'avoir constitué par rapport au premier complot un centre de réserve au cas où le premier complot serait identifié. Eh bien, il fallait que cela puisse récidiver, un centre trotskiste parallèle. Alors, les choses se passent de manière identique au déroulement du premier procès. Les accusés avouent tout, font l'apologie en plus de Staline. Piatakov refuse simplement que son activité trotskiste, qu'il veut bien reconnaître, soit assimilée à du fascisme. Voilà, c'est la seule réserve. Hein. Et bien entendu, Wyszynski, au nom du peuple tout entier, accuse et réclame le seul châtiment possible, la mort. Et effectivement, il y a 13 condamnations à mort sur 17 qui tombent le 29 janvier. Radek est épargné, 10 ans de camp seulement, mais il sera assassiné par ses co-détenus un peu après. Quelques jours après cette affaire-là, en février, Ordionikidze, qui était un protecteur de Piatakov, va se suicider. Alors un suicide qui laisse évidemment planer certaines incertitudes. Hein. Ensuite, nous avons le procès des 21, du 2 au 13 mars 1938. Alors, la nouvelle dénomination, il s'agit du bloc des droitiers et des trotskistes anti-soviétiques. Hein, une nouvelle espèce qu'il convient de nettoyer. Alors là, quelques vedettes aussi dans les accusés. Nicolas Boukharine, celui que Lénine appelait l'enfant chéri du parti. Rykov, qui avait été le successeur de Lénine au Conseil des commissaires du peuple. Un certain Krestinsky, Rakovsky, Yagoda, qui avait été chef de la GPU, l'ancien chef donc de la police politique. Hein. Des diplomates aussi, dont un qui avait été en poste à Berlin. Et puis c'est nouveau des médecins. Alors on a trouvé un nouveau mode d'action pour tous ces gens-là, c'est l'assassinat médical. Hein. Alors on va accuser ces médecins d'avoir assassiné Kuybyshev, l'écrivain Gorky, Menjinski, qui avait été chef de la GPU quelques années auparavant. Et tous ces gens-là, ils sont accusés d'avoir agi sur instruction de services étrangers. Hein. Alors, ils sont accusés d'espionnage, de sabotage, bien sûr, de terrorisme, le but étant de démembrer l'URSS. Tous avouent, il y en a un qui se rétracte l'espace d'une journée, Krestinsky, puis le lendemain il avoue de nouveau. Pas de problème de ce côté. Boukharine, certes, met en cause ce type de procès en disant que ces procès où les accusés avouent tout, ça rappelle le Moyen-Âge, hein, voilà, ça rappelle l'Inquisition, mais cela ne va pas changer la donne, on s'en doute. Wyszynski dénonce la bande de criminels félons, vendus, ces maudits reptiles à écraser. Voilà, une nouvelle dénomination animale, ça nous rappelle un peu, on va faire mieux ensuite, hein, puisque Tito, dans 1948, deviendra la vipère hitléro-trotskiste. Hein. On va sophistiquer un peu la définition. Hein. Alors c'est au nom du peuple, évidemment, qu'il faut exécuter ces traîtres, et le procureur souhaite que des chardons envahissent leur tombe, et pendant ce temps-là, le peuple ira de l'avant, derrière son chef et maître bien-aimé, le grand Staline. Tout est dit, évidemment, par ces dernières paroles de Wyszynski. 18 seront condamnés à mort sur 21. On arrive à ce moment-là, donc, à une situation où Staline est le dernier survivant des leaders révolutionnaires de 1917. Il a complètement épuré le parti. Hein. Une répression qui va bien au-delà des simples 3 procès que j'ai évoqués, qui frappe de très nombreux anonymes, hein, qui tue plus de bolcheviks que n'en ont tué la Révolution et la guerre civile. Hein. On peut voir l'ampleur de l'affaire entre le 17e congrès de janvier 1934 et le 18e de mars 1939, sur 1966 délégués du congrès de janvier 1934, eh bien, quand on arrivera au congrès de mars 1939, 1108 auront été arrêtés. Et c'est pareil dans les échelons inférieurs du parti. En 1939, restent seulement 2% de ceux qui occupaient les places en 1934. Pour le comité central, c'est à peu près du même ordre. Hein. Sur les 71 membres de 1934, 55 ont disparu en
en 1939. Sur les 68 suppléants, 60 ont disparu. Donc une épuration massive. En parallèle avec tout cela, une épuration militaire également de grande ampleur. Hein. Les bolcheviks sont obsédés par le scénario de Brumaire, un chef militaire qui sortirait de l'armée pour venir mettre un terme à la révolution. Alors 3 maréchaux sur 5 vont disparaître, dont le maréchal Tukhachevski bien sûr. 14 généraux d'armée sur 16 vont disparaître, 8 amiraux sur 8, 60 généraux de corps d'armée sur 67, 136 généraux de division sur 199, 221 généraux de brigade sur 397. Khrouchtchev lui-même, dans son rapport de 56, dira que 35 000 officiers ont été liquidés, c'est-à-dire 50% du corps des officiers soviétiques, et principalement dans les officiers généraux et supérieurs. Il ne faut pas oublier aussi, dans ce contexte-là, l'arrestation de 7 millions d'individus, 1 million d'exécutions, hein, et quand on arrivera à la fin de 1938, il y aura 9 millions de détenus en URSS, dont 1 million en prison, 8 millions dans les camps de redressement que Solzhenitsyn dénoncera plus tard. Donc voilà le bilan de cette stalinisation qui ne sera reconnue et admise, il faut bien le rappeler, par tous seulement dans les années 1970, grâce à l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, car tous ceux qui l'avaient révélé auparavant, David Rousset, Kravchenko, n'avaient pas été entendus, n'avaient pas été crus, car évidemment à l'époque on attendait encore du socialisme soviétique les fameux lendemains qui chantent, appelés de ses voeux par Aragon. Merci Philippe et bravo, et décidément la révolution dévore ses enfants. Restez avec nous. Je vais vous parler aujourd'hui de l'un des plus grands souverains de l'histoire de l'Europe, qui est une souveraine, puisqu'il s'agit de Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche. Marie-Thérèse est née le 13 mai 1717 à Vienne, il y a donc 301 ans. Elle est la fille de Charles VI de Habsbourg et d'Élisabeth de Brunswick-Wolfenbüttel. Son destin s'accélère en 1740, après la mort accidentelle de son père, car elle monte sur le trône et elle est âgée de 23 ans. À cet âge, c'est encore une jeune fille pleine de fraîcheur et de charme, avec une belle chevelure blond-roux, et elle n'a pas encore la silhouette de bonne vivante qu'on lui voit à un âge plus avancé. Les portraits peints à cette époque ne laissent rien deviner de son caractère volontaire, de sa force de travail, de son enthousiasme et de son courage communicatif. C'est la première fois qu'une femme prend en main le destin de l'Empire et nous allons voir que rien ne lui a été facilité. Pourtant, son père, Charles VI, qui n'avait que 2 filles, pour lui succéder, avait déjà, dès son plus jeune âge, associé Marie-Thérèse à l'exercice du pouvoir en la faisant, par exemple, assister à tous les conseils des ministres. L'Empire austro-hongrois est une mosaïque de peuples et conserver l'unité de l'Empire nécessite une politique habile. Prudent, avant la naissance de sa fille aînée et pour éviter le morcellement des États héréditaires, Charles VI avait fait rédiger le 19 avril 1713 la pragmatique sanction qui désignait sa fille aînée comme héritière. Ensuite, il va s'employer non sans mal à faire accepter cette décision par les souverains d'Europe qui, bien entendu, comptaient profiter de la vacance masculine du trône austro-hongrois. Cette mesure, cette pragmatique sanction, ne concernait que les territoires héréditaires des Habsbourg et non pas la couronne du Saint-Empire romain germanique qui, bien que détenue par les Habsbourg depuis le XVe siècle, avait été traditionnellement élective. Dès la cession de Marie-Thérèse au trône en 1740, les souverains européens reviennent sur leurs engagements. Le premier a engagé les hostilités seulement 8 mois après la mort de Charles VI et le jeune roi de Prusse, Frédéric II. Il a envahi la Silésie au nord de l'Autriche et Marie-Thérèse ne veut pas céder, elle se montre inflexible, mais l'armée autrichienne, désorganisée et impuissante, est battue par celle de Frédéric II. Commence alors une longue guerre de succession, la guerre de succession d'Autriche, qui va durer 8 ans, de 1741 à 1748. Contre la jeune souveraine se dresse aussi l'électeur de Bavière, Charles Albert, qui revendique la couronne impériale à laquelle il parvient à se faire élire en 1742 contre le mari de Marie-Thérèse, François de Lorraine. Dans ses prétentions, Charles Albert est soutenu par la France de Louis XV, la Saxe, l'Espagne et le Piémont-Sardaigne, tous alliés contre la jeune impératrice qui ne peut rien faire pour arrêter bientôt les armées bavaroises de se diriger vers la Bohême et de prendre Prague.
C'est une année terrible pour Marie-Thérèse. Mais malgré son jeune âge, encore une fois, elle n'a que 23 ans, elle fait preuve d'une grande habileté et d'une force de caractère peu commune pour défendre ses droits. Elle réagit en tissant des alliances, comme avec la Russie ou l'Angleterre, et surtout en allant chercher l'appui de ses sujets hongrois. Devant la Diète hongroise réunie à Pressburg, elle appelle à l'aide de manière poignante, émue jusqu'aux larmes, déclarant devant une assemblée qui était loin de lui être entièrement acquise: c'est la dure nécessité de ma situation qui me fait avoir recours à la Hongrie. Il s'agit de tout sauver, le pays, la personne royale, mes enfants, la couronne. Je suis abandonnée de tous et ne me fie qu'à la loyauté des Hongrois et à leur bravoure bien connue. Dans ce péril extrême, je demande aux États qu'ils protègent et ma personne et mes enfants, et le pays et la couronne. Le charme, la franchise, la simplicité des paroles de Marie-Thérèse firent qu'il ne resta plus aucun opposant dans la salle du château de Pressburg. Le peuple hongrois resta fidèle, fournit à l'impératrice un contingent de 40 000 hommes et la soutint pendant toute la guerre. Désormais, pour remercier le peuple hongrois de sa fidélité et de son rôle donc pendant la guerre, et pour démontrer la confiance qu'elle avait en les Magyars, c'est un corps de garde composé de hussards hongrois qui assurera la garde de l'impératrice à Vienne, et cette tradition durera jusqu'en 1918. En outre, Marie-Thérèse se fait couronner reine de Hongrie à Pressburg et conforte ainsi définitivement l'alliance austro-hongroise. Pour finir, c'est avec les troupes hongroises qu'elle reprend Prague aux franco-bavarois et qu'elle peut enfin alors se faire couronner reine de Bohême. À la mort de l'électeur de Bavière, Charles Albert, elle réussit à faire élire son mari, François de Lorraine, empereur du Saint-Empire romain germanique. En 1745, la couronne revient donc aux Habsbourg après un intermède de 3 ans. Pourtant, son mari empereur, c'est elle qui dirige toujours. La guerre prend fin le 18 octobre 1748 par le traité d'Aix-la-Chapelle. Les souverains européens s'inclinent enfin. Marie-Thérèse a sauvé son trône, mais elle a dû céder, contrainte et forcée, le territoire de la Silésie, qu'elle abandonne finalement à la Prusse. C'est un des territoires les plus riches de l'Empire, qui lui apporte un quart de ses richesses, en particulier minières, et Marie-Thérèse ne cessera jamais, durant tout son règne, de tenter de le reprendre à son ennemi. Sur le plan antérieur, contrairement à beaucoup de souverains d'Europe, l'impératrice n'est pas sensible aux idées des Lumières, mais elle n'emmène pas moins son règne avec fermeté, mais clairvoyance. Elle entreprend une série de réformes nécessaires et durables avec l'aide de son chancelier Haugwitz, et on ne compte pas les mesures qui ont duré, dont les bienfaits ont duré jusqu'à la fin de l'Empire en 1918. Consciente des faiblesses de son armée révélées pendant la guerre, elle met sur pied l'organisation d'une armée permanente de 100 000 hommes et fonde une académie militaire à Wiener Neustadt pour former ses cadres. Dans les 3 capitales de son empire, elle fait construire un hôtel des Invalides pour accueillir les vétérans des armées. Elle s'attache à unifier l'administration des différents États de l'Empire. Elle va ainsi faire réviser les cadastres pour une répartition plus juste des impôts, entreprendre de centraliser les administrations de Bohême et d'Autriche. Elle fonde une école d'ailleurs d'administration pour former les futurs fonctionnaires de l'Empire. En matière de justice, elle décide de coiffer les cours de justice d'une chambre supérieure et unifie les lois dans un code qui porte son nom, Constitutio Criminalis Theresiana. Sous son règne est créée aussi une institution pour organiser le commerce de l'Empire. Elle développe la poste et améliore en général les infrastructures de tout le territoire. Elle engage aussi une réforme monétaire qui introduit l'usage des pièces d'argent nommées le thaler thérésien. Mais c'est en architecture et dans les arts en général que le règne de Marie-Thérèse va marquer profondément son empire. C'est l'explosion de l'art baroque qui devient même rococo, avec des constructions d'églises, des châteaux, des monuments typiques de la richesse de l'empire et de l'impulsion donnée par son impératrice. Il faut se promener dans Vienne pour admirer les traces que le règne de Marie-Thérèse a laissées. Par exemple, la Peterskirche, chef-d'œuvre baroque, ou le château de Schönbrunn, qui fut transformé sous son règne tel que nous le voyons aujourd'hui. Marie-Thérèse y fait même installer un zoo qui existe encore, ce qui en fait l'un des plus vieux zoos du monde. Et c'est aussi à Schönbrunn que joua pour la première fois le jeune Mozart devant l'impératrice le 13 octobre 1762. Car Marie-Thérèse aime la musique, elle aime s'amuser, elle aime la danse et elle donne de nombreux bals où on la voit danser très tard dans la nuit. Profondément croyante, elle ne cessera pourtant de maintenir l'État au-dessus du pouvoir de l'Église catholique avec laquelle elle engagera une lutte de pouvoir durable en s'opposant en particulier à la toute-puissante compagnie de Jésus, qu'elle se résoudra d'ailleurs à expulser d'Autriche. Être souveraine ne l'aura pas empêchée d'être une mère accomplie. Si son mari reste discret à côté d'elle, elle l'aima sincèrement et fut très atteinte à sa mort soudaine en 1765. Elle dira toujours que sa vie conjugale paisible et le soutien de son mari lui firent supporter les soucis inhérents à sa charge.
Elle va mettre au monde 16 enfants, dont 10 survécurent, 5 filles et 11 filles, dont la malheureuse Marie-Antoinette. L'impératrice impose à ses ministres les contraintes de ses maternités qu'elle enchaîne sans mal. Elle a une santé de fer. Elle aime être enceinte et mettre au monde ses enfants qu'elle allaite entre 2 conseils. Marie-Thérèse passe de la pouponnière à sa table de travail avec une énergie infatigable qui fait l'admiration de tout son entourage. Mais malgré sa tendresse maternelle, elle n'hésitera pas à mener une politique de mariage pour sceller les alliances nécessaires à la protection de l'Empire. C'est ainsi que c'est elle qui décide du mariage de Marie-Antoinette avec le futur Louis XVI pour sceller le rapprochement de l'Autriche avec la France lors de la guerre de 7 ans. Néanmoins, mère et souveraine attentive, elle entretiendra une correspondance régulière avec sa fille, n'hésitant pas à lui donner des conseils conjugaux. Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche, est restée dans les mémoires comme une souveraine intelligente et bienveillante à l'égard de ses sujets, presque maternelle. Elle a été adorée de son peuple. Si les victoires militaires n'ont pas toujours accompagné sa politique habile, en 1780, elle lègue à son fils Joseph II, déjà associé au pouvoir depuis la mort de son mari, un empire bien géré, riche et en paix. Pendant les 40 ans de son règne absolu, mère accomplie et dévouée pour sa famille, elle se voulait aussi la mère de ses peuples, de son immense empire, au sujet desquels elle déclarait « L'on peut tout obtenir d'eux, à condition qu'on les traite bien et avec amitié ». Elle meurt en 1780, à 63 ans. Comme tous les Habsbourg, depuis 1633, elle est ensevelie au Kaiserhof dans la crypte des Capucins à Vienne, où l'on peut toujours admirer son tombeau, son magnifique tombeau, où on la voit représentée à côté de son mari, François de Lorraine, dans un lit d'ailleurs. J'ai le plaisir, chers auditeurs, d'accueillir aujourd'hui l'amiral François Bellec, qui vient de réaliser pour les éditions de Monza un travail absolument magistral, puisqu'il s'agit d'une histoire universelle de la navigation, 2 énormes albums, 2 volumes de 500 pages chacun, dotés d'une iconographie absolument superbe, d'une cartographie également très complète. Il n'y a pas de doute que cette publication constitue un véritable événement sur ce sujet. Alors, quel est le caractère original de ce travail? Eh bien, l'auteur a voulu réaliser, à travers l'étude des progrès successifs de la navigation maritime, en fait une histoire totale, une histoire globale qui intègre également l'évolution des techniques, l'évolution des mentalités, l'évolution des sociétés, puisque ce sont divers mobiles qui ont poussé à la conquête des mers, la recherche de débouchés commerciaux, l'exploration scientifique, entre autres. Alors cet énorme travail a été réalisé donc par l'amiral Bellec, qui a fait une carrière d'officier de marine, mais qui est aussi un historien, puisque il a présidé l'Académie de marine, il a dirigé pendant de nombreuses années le musée national de la marine, il est vice-président aujourd'hui de la Société de géographie. Amiral Bellec, quelle est l'origine de cette entreprise? Qu'est-ce qui vous a conduit à présenter ainsi une synthèse aussi ambitieuse? Ça a commencé par ma rencontre très fructueuse avec le professeur Michel Moulin du Jourdain, qui était le grand maître de l'histoire maritime, le créateur, on va dire, de l'école française d'histoire maritime, que j'étais allé voir à la Sorbonne quand j'ai pris la direction du musée de la marine, parce que moi, à cette époque-là, je ne connaissais vraiment rien à ce problème, et j'avais besoin un peu d'avoir sa caution et de savoir ses conseils. Et lui m'avait dit, mais personne on ne connaît pas les problèmes de navigation, parce que nous sommes tous des littéraires, pas des scientifiques. Ça serait bien si vous pouviez travailler la question. Alors j'ai commencé à travailler la question, et puis je me suis aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que prévu. À cette époque, dans les années 80, il n'y avait vraiment aucun travail de synthèse là-dessus. Et pour essayer d'y comprendre quelque chose, j'ai pris contact avec un professeur portugais, qui était Luis d'Albuquerque, qui était le spécialiste portugais de l'histoire maritime. Je suis allé le voir, il m'a appris beaucoup de choses, et je me suis mis à ce moment-là
à travailler et à essayer de mettre... mon souci, c'était de savoir qui avait fait quoi, qui avait inventé quoi, qui avait copié quoi, et comment les progrès de la navigation s'étaient propagés. C'est un ouvrage qui vous a demandé combien d'années de travail? À peu près une vingtaine d'années, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Il fallait trouver ou bien des vieux ouvrages, dans toutes les langues, ou bien rencontrer des historiens, rencontrer des conservateurs de musées. Alors j'avais la chance de circuler dans le monde entier au sein de l'association des musées maritimes. C'est là que j'ai rencontré beaucoup de spécialistes, chacun dans leur coin, et j'ai essayé de mettre tout ça en ordre. Alors ça a été un très long travail. Alors j'imagine donc un rassemblement d'informations absolument colossal. Et alors je signale également pour nos auditeurs la qualité exceptionnelle de l'iconographie. Une iconographie extrêmement complète, 400 illustrations pour chacun des 2 volumes, une iconographie extrêmement précise également, qui colle tout à fait au texte, le tout constituant un ensemble didactique, pédagogique absolument remarquable, et qui ne pourra que combler tous ceux qui s'intéressent à l'histoire maritime. Alors, dans votre ouvrage, Amiral, vous évoquez successivement plusieurs moments significatifs de cette histoire de la navigation, et on serait tenté de les ramener à certains peuples qui, à un moment précis, ont été en quelque sorte des peuples pionniers en matière de découverte maritime, en matière d'aventure océanique. Et nous nous arrêterons sur certains d'entre eux. Je pense tout d'abord aux Vikings, par exemple. Qu'apportent-ils de nouveau ces Scandinaves qui ont traversé l'Atlantique? On sait aujourd'hui qu'ils sont allés au moins jusqu'à Terre-Neuve, sans doute sur les côtes d'Amérique, et sur des esquifs, sur des bateaux qui apparaissent quand même d'une extrême fragilité par rapport aux distances à parcourir, à des conditions météorologiques incertaines. Que peut-on leur attribué en matière d'innovation nautique? Et vous avez raison de souligner ça. Je prends un exemple très souvent, je prends l'an 1000 qui peut être considéré un peu comme un symbole, pas d'obscurantisme médiéval, mais enfin d'une époque en tout cas où la mer n'existait pas en Europe. En l'an 1000, les Vikings avaient traversé l'Atlantique, ils avaient touché le Labrador. La route maritime de la soie se promenait allègrement depuis la Chine jusqu'au golfe arabo-persique. Les Maoris avaient peuplé le plus grand océan, et en Europe, on ne savait toujours pas ce qu'il y avait derrière l'horizon. Et ce qui est assez phénoménal d'ailleurs, c'est que les Européens partis vraiment en retard ont été les seuls à développer une navigation conquérante. Alors, vous parliez des Vikings. Alors, en fin de compte, ces peuples qui ont été les premiers navigateurs n'ont jamais mis au point une méthode de navigation globale permettant d'être exportable ailleurs. Ils ont utilisé des facilités. À la latitude des Vikings, l'Atlantique, c'est pas celui de Christophe Colomb, c'est pas plus long que la Méditerranée. Et les Vikings ont mis 2 siècles et demi pour traverser l'Atlantique, en faisant des petits sauts de puce, à partir d'abord de la Grande-Bretagne et des îles des Shetland. Ensuite, ils sont arrivés au Groenland, en Islande. En ratant l'Islande, ils ont trouvé accidentellement le Groenland. En ratant le Groenland, ils ont trouvé l'Amérique. Et quand on me dit, est-ce que les Vikings ont trouvé l'Amérique? Oui, je dirais, ils ne pouvaient pas faire autrement. L'espace viking, d'un côté, on se heurte à la barrière scandinave, de l'autre côté, on se heurte à l'Amérique. Donc ça, ils ont vraiment traversé, mais sans avoir besoin d'une navigation exceptionnelle. Et c'est un peu ça que j'avais voulu toujours montrer, c'est que c'est pas nécessaire d'avoir une science occulte qu'on a cherché. On m'a montré des études où on montre les Vikings découvrant l'Amérique du Sud, ou devant trouvant les Arabes touchant l'Amérique. Bon, ça c'est tout à fait faux. Il n'y a pas besoin de moyens extraordinaires. Il faut surtout avoir un sens marin, et c'est ça qui a fait ces peuples marins, un sens marin exceptionnellement développé, en utilisant tous les moyens disponibles.
Alors, moyens qui sont très différents. Le ciel, les étoiles du ciel maori, ça se lève à la verticale. Les étoiles des Vikings, ça leur tourne autour de la tête. Donc chacun a utilisé ce qu'il pouvait, mais de façon intelligente. Alors en plus, les Vikings naviguaient l'été, ils étaient quand même pas fous, c'est-à-dire pratiquement sans nuit. Mais avec le moyen de savoir s'ils font route à l'est, s'ils font route à l'ouest, le moyen de détecter la Terre par tous les signes possibles, que ce soit des oiseaux, des mammifères, des algues qui flottent, en utilisant le phénomène de la superréfraction qui fait qu'on voit la Terre dans certaines conditions d'hygrométrie et de température un peu au-delà de l'horizon. Et donc finalement, l'un dans l'autre, ils arrivaient à s'en sortir et à naviguer sans aucun problème dans cet espace en étant vraiment chez eux. Une approche très pragmatique, fondée sur une expérience transmise de génération en génération. Ce que les Méditerranéens, qui ont été les premiers grands navigateurs, les Phéniciens, pratiquement depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, ont navigué en Méditerranée, sans s'être vraiment hasardés en pleine mer, c'était pas la peine, on longeait la côte. Fernand Braudel a parlé du fleuve Méditerranée, et je trouve que c'est une superbe démonstration du fait qu'en fait, ce qui comptait, c'était la distance. On longeait le littoral et puis... on restait à proximité des rivages. Alors les Vikings, eux, ont perdu la terre de vue. Et puis les Arabes ont été les premiers à inventer la navigation en latitude constante. Ils sont aperçus les premiers que la hauteur de l'étoile polaire permettait de mesurer une latitude. Pourquoi? Parce que l'océan Indien est une mer verticale. Alors que la Méditerranée est horizontale, on ne pouvait pas utiliser ça parce qu'il n'y avait pas assez de débattement en latitude pour s'apercevoir du changement de hauteur d'étoile polaire. Les Arabes l'ont fait. Ça a été redécouvert par les Portugais 8 siècles plus tard. Et les Maoris, eux, ont utilisé les levées d'étoiles comme un chemin en suivant, on savait que ça c'était l'étoile de Wainé. Quand on était à Tahiti, si on prenait le lever de l'étoile de Wainé, on savait que Wainé était au bout. Alors chacun utilisait au mieux, avec intelligence, avec surtout ce sens extraordinaire. Une navigatrice, France Guillain, qui était une navigatrice franco-polynésienne, j'y avais parlé à l'époque où je commençais mes travaux, j'avais dit, mais comment faites-vous pour vous retrouver ? Elle m'a dit, je ne comprends même pas que vous posiez la question. Dis-moi, quand je suis en mer, je sais où est la Terre et à quelle distance. Parce que les oiseaux volent d'une certaine façon, parce que certains oiseaux vont à une certaine distance de leur nid, parce que la houle change de direction, parce qu'on voit on prend des tas de signes, et instinctivement, ils sont intégrés et ça permet de naviguer. Et donc une accumulation d'observations pratiques qui ont permis de créer une véritable science de la navigation. Voilà. Mais chacune adaptée à son territoire et pas aux autres. Hein. Alors vous avez évoqué tout à l'heure l'océan Indien, l'ancienne mer érythrée des anciens, et en parlant des navigateurs arabes, quels ont été leurs... comment dire, qu'ont-ils apporté eux-mêmes en termes de navigation? Alors ça a été d'abord les Persans ont eu d'abord le monopole de la navigation en mer de Chine, dans l'océan en mer de Chine. Et ensuite les Arabes, en particulier les Arabes de la péninsule arabe, les Ibn Majid, de Suleiman al-Mahri, étaient les grands pilotes arabes qui étaient pratiquement tous natifs du Sultanat d'Oman, pratiquement. Mais ce qu'ils ont apporté, c'est la première méthode de navigation permettant véritablement une navigation précise. Et l'apport des Arabes, ça a été surtout la navigation par latitude. Oui. Pour la première fois... Ils ont été les premiers à mesurer les latitudes. Voilà, c'est-à-dire que grâce à la hauteur d'étoile polaire, ce qui intéressait, c'était pas tellement la latitude en elle-même, mais la hauteur d'étoile polaire. Et donc, en vérifiant la hauteur à laquelle se trouvait l'étoile, moyennant une petite correction, parce qu'elle tourne en fait, hein, donc il y a aussi, c'est pas entièrement ça, il faut mettre au point une technique permettant de savoir où est l'étoile par rapport au méridien. Hein. C'est un des premiers qui ont, grâce à ça, en mesurant ça en hauteur de doigt, d'abord avec les doigts de la main, on mesurait la hauteur en doigt, l'ISBA, et puis ensuite on a fabriqué le Kamal, le premier instrument de mesure de hauteur. C'est vraiment ça peut ressembler un peu au bâton de Jacob, c'est des petites planchettes que l'on approche, ou qu'on éloigne jusqu'à ce qu'un bout, ça fait l'étoile, après ça donne l'horizon, et en regardant la longueur avec des petits nœuds sur la cordelette, ça se traduit
en hauteur d'étoile, pratiquement en latitude. Et ça permet de, si on connaît la latitude de Mascate, eh bien on met l'étoile polaire, on monte ou on descend vers le nord ou vers le sud, parce qu'on observe l'étoile polaire à la bonne hauteur. Si on continue route à l'est ou à l'ouest, on arrive à Mascate. Voilà. C'est ça le principe de la navigation. Donc première fois dans l'histoire du monde, on navigue de façon, je dirais, scientifique par les étoiles. Et ce savoir-faire concernant la mesure de la latitude, les Arabes vont le transmettre aux Méditerranéens non, ils le transmettent aux Chinois. Aux Chinois, oui. Mais ce que font aussi les Arabes, c'est d'être, du moins les Persans, les Arabes ensuite, ça a été d'être les premiers à utiliser la boussole, l'aiguille aimantée, qui n'est pas encore la boussole, qui est l'aiguille aimantée flottant sur un bol, qui permet de remplacer l'étoile quand on ne la voit pas. Dans la journée ou les nuits où les étoiles sont masquées. Cette aiguille aimantée est introduite en Chine et est introduite en Europe. Et c'est en Europe que, dans la région d'Amalfi, on a l'idée d'assujettir cette aiguille qui se promène partout et qui va se coller au bord, par capillarité, au bord du bocal, de la mettre sur un axe, on l'assujettit, on met cette aiguille sur son axe dans une boîte, boussole, et on fabrique un instrument de navigation utilisable en mer. Voilà. Donc ça a été l'apport considérable, une révolution, transformation d'une méthode de navigation précaire en méthode de navigation plus aisée, plus rigoureuse, oui. Mais alors là, vous avez évoqué, nous étions là dans l'océan Indien, vous avez évoqué la Chine. Alors la Chine, en matière d'histoire de la navigation, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant là concernant, ce sont les fameuses flottes de Zhong, de Zheng He, à l'époque des Ming, qui vont vers l'océan Indien, qui atteignent les côtes d'Afrique, au point qu'on a pu penser que la Chine, d'une certaine manière, aurait pu être la première à réaliser le décloisonnement du monde que vont réaliser les Européens derrière les Portugais, finalement, parce que c'est presque la même époque, et on a tendance à sous-estimer cette part comprise les Chinois, l'histoire de la navigation. Et vous avez tout à fait raison, c'est le paradoxe chinois. Les Chinois ont été les premiers à construire des vrais bateaux de haute mer. Les grandes jonques chinoises avaient une véritable business class. On transportait des marchands et leurs marchandises dans des chambres fermant avec des cadenas, avec un hammam, un barbier, un bazar. Et alors qu'à cette époque-là, la coque en sciatique était un espèce de sabot dans lequel on couchait plus modeste. Donc avec ces superbes bateaux, avec cette science de la navigation qu'ils avaient acquise des Persans et des Arabes, les Chinois se sont mis à maîtriser l'océan Indien, et les premiers voyageurs, Ibn Battuta, Marco Polo, disaient tous, on ne voyage en mer de Chine que sur des bateaux chinois. Alors si les Chinois avaient voulu, ils ont exploré tout l'océan Indien jusqu'à Zanzibar, et s'ils avaient voulu aller dans l'autre sens, ils auraient découvert l'Amérique et ils auraient pu parfaitement, eux, être véritablement les maîtres de l'aviation. Ceux qui sont ouvrir le monde. Ceux qui sont d'ailleurs en train de devenir. Avec un certain décalage. Qui sont remis. La Chine a abandonné la mer au moment où les Portugais venaient toucher les Indes. La construction des navires de haute mer a été punie de mort. C'est le parti de la terre et la terre et des canaux, bien sûr, qui a pris le dessus. Et la Chine s'est arrêtée. Et en quittant la mer, c'est ce qui a fait qu'elle est devenue, on peut dire, le paillasson du monde, jusqu'aux canonnières du Yangtze, qui a amené les Occidentaux jusqu'au cœur de la Chine. La Chine qui devait compter à l'époque des Ming en priorité avec la menace venant du Nord, venant des steppes, qui a tourné ses efforts dans cette direction. La Grande Muraille. Et qui a abandonné la mer, où vont s'imposer, au cours des siècles qui suivent le XIVe, XVe siècle, vont s'imposer sans partage les Européens. Voilà. Avec en particulier un peuple qui est en pointe dans cette affaire, qui va jouer un rôle décisif, ce sont les Portugais. Voilà, ça c'est les Portugais, j'avoue que j'aime le Portugal. C'est les Portugais qui m'ont appris vraiment à travailler le sujet. Je suis membre de l'Académie marine du Portugal, d'ailleurs, c'est un titre étranger. Et j'ai découvert le rapport fondamental qui a été, ça a été les premiers à retrouver la latitude dans l'océan Atlantique, qui est comme l'océan Indien, une mer à débattement vertical.
Donc ils ont retrouvé la même chose, mais en plus ils ont mis au point le premier procédé de navigation universel, c'est la latitude par le soleil méridien, à condition de connaître la déclinaison du soleil. La table de déclinaison du soleil d'Abraham Zacout a été la première aussi table de navigation. Et à partir de là, les Portugais ont été capables d'aller dans le monde entier grâce à ce système universel qui est le soleil, alors que les étoiles changent. Selon l'endroit où on est, les étoiles n'ont pas le même comportement, c'est pas les mêmes, on les voit pas au même moment, etc. Donc ils ont eu ça, et ils ont associé à cette méthode de mesure de latitude universelle l'usage de la carte marine, la carte portulan qui existait en Méditerranée mais qu'on n'utilisait pas parce qu'il n'y en avait pas besoin. Et les Portugais ont été les premiers à l'utiliser, et en naviguant par le soleil avec la carte, ils ont été les premiers à pouvoir avoir une navigation conquérante sur des mers inconnues. Ça a été véritablement les pionniers. Alors, c'est d'ailleurs, ils regrettent beaucoup que ça ne se sache pas suffisamment, car tout le savoir portugais a été transmis à l'Europe du Nord par le biais de leur traduction en espagnol, pratiquement. C'est ça, et puis c'est l'Espagne qui a bénéficié, avec la découverte de l'Amérique, en termes géopolitiques, du travail initial qui avait été réalisé par les Portugais. Il y en a qu'on oublie. Ils ont perdu l'occasion de Christophe Colomb, qui voulait se mettre au service du Portugal, qui refusait. Ils ont perdu Magellan, qui a fait le premier tour du monde accidentellement. Et finalement, l'ouverture de la route maritime des Indes, les Indes s'étaient connues, donc c'était pas une découverte. Et finalement, c'est pour ça qu'ils sont très frustrés. Et alors, les Portugais, après les Arabes, ils ont bien maîtrisé le calcul de la latitude. Les choses, vous le montrez bien dans le deuxième volume de votre ouvrage, les choses ont été plus compliquées pour le calcul des longitudes. L'affaire, là, a posé davantage de problèmes, et c'est seulement au XVIIIe siècle que l'on réussit à maîtriser le calcul de ces distances-là. Oui, en fait, dans les 16e, 17e siècles, il y a eu seulement des progrès dans la précision, de meilleurs instruments, de meilleures tables, et on a navigué de façon plus précise, mais on n'avait toujours pas réussi à résoudre ce sacré problème de la longitude qui a été déjà posé depuis l'Antiquité, et qui, pour une raison simple, c'est que la longitude, c'est un rapport entre l'espace et le temps, et que tant qu'on n'a pas su mesurer le temps d'une manière ou d'une autre, avec une extrême précision, on n'a pas pu mesurer la longitude. Les erreurs, pour un problème simple de mathématiques, les erreurs instrumentales sont multipliées par 30. Donc, si on fait une erreur d'une minute d'angle, ça fait une erreur, on fait une erreur de 30 000 sur la mer. Donc, c'était ce temps qu'on n'a pas su faire, ou bien des horloges précises, c'est-à-dire pas forcément ne changeant pas d'heure, mais en tout cas avec une variation faible et surtout mesurable et toujours la même, constante. Tant qu'on n'a pas eu des tables astronomiques avec des catalogues d'étoiles, avec des éphémérides assez précises pour mesurer un autre système qui était connu depuis très longtemps, qui était utiliser le marqueur de la Lune par rapport aux étoiles ou par rapport au Soleil. Tant qu'on n'a pas su faire ça, on n'a pas pu mesurer la longitude. Les deux systèmes de mesure, je m'amuse de toujours le comparer. Les montres, c'est ce qu'on fait quand on débarque d'un avion et qu'on remet ses pendules à l'heure du nouveau l'endroit où on vient d'arriver. On fait une mesure de longitude, très grossière, mais par les montres. Et quand on regarde à 3 h du matin un match de tennis qui se passe en Australie l'après-midi, on fait une mesure aussi par le contraire, c'est-à-dire ce rapport entre l'espace et le temps. C'est la deuxième méthode, d'apprécier la longitude. Donc il a fallu attendre et on a construit les grands observatoires de Paris et de Londres pour ça, pour faire des tables. Et la mise au point de montres, ça a duré une trentaine d'années. Ça a été John Harrison qui a fait la première montre opérationnelle, a mis près de 30 ans à mettre au point ses montres. Il y avait une rivalité franco-anglaise là aussi, au 18e. Qui était aussi un peu occultée dans la mesure où les Français ont quand même cru, grâce à un horloger
d'ascendance suisse d'ailleurs, Ferdinand Berthoud. Et surtout grâce aux travaux de l'abbé de Lacaille en particulier, qui a rendu opérationnelle la méthode des distances lunaires, qui était d'une complexité considérable avec des triangles sphériques dans tous les sens à calculer. Donc lui a mis au point une méthode qui rendait le procédé astronomique utilisable en mer. Donc en fin de compte, les Français là se sont un peu réveillés, on n'avait vraiment rien fait jusque-là, mais on a commencé considérablement à être utile à la navigation à ce moment-là. Ce sont donc des progrès de très longue haleine qui permettent d'aboutir à ce genre de résultats. Alors il y a un cas aussi que je voudrais évoquer avec vous dans les dernières minutes parce qu'il est assez fascinant. Vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure quand vous parliez des Maoris partis à la conquête du Pacifique. C'est cette découverte du Pacifique par les Polynésiens, ces navigations sur des distances absolument incroyables. Comment est-ce que tout cela a été possible puisque ça se passe, vous nous le disiez tout à l'heure, aux alentours de l'an 1000. Oui. Alors, au fameux même, c'était déjà fini, en l'an 1000, ils avaient peuplé le Pacifique. En utilisant les étoiles comme repère, c'était une navigation point par point. On pouvait aller d'une île à une autre. C'était forcément le résultat d'un voyage accidentel. Il y a dû y avoir des milliers de Maoris qui ont disparu en mer, et puis il y a ceux qui ont atterri sur un autre archipel. On a mis au point une méthode permettant d'aller d'une île à une autre, mais si on ratait l'île à laquelle on allait, on était perdu. On ne pouvait pas revenir en arrière. Le procédé était un procédé en ligne droite. Alors c'est pour ça que c'était assorti d'une connaissance exceptionnelle de l'environnement, des nuages orographiques qui se forment au-dessus des atolls, le changement de direction de la houle, les algues flottant dans l'eau, la couleur du ciel, etc., permettant de savoir où était la Terre. C'est ce que me racontait cette navigatrice, en disant, moi je sais très bien où est la Terre et à quelle distance elle est. C'est une accumulation d'observations pratiques répétées dans la durée qui ont permis progressivement de bâtir un savoir qui a permis cette expansion. Eh bien, merci beaucoup, Amiral, de tous ces éclairages. Vous nous avez donné envie, évidemment, d'aller plus loin avec ces deux magnifiques ouvrages, donc Histoire universelle de la navigation de l'amiral François Bellec, publié aux éditions de Monza.